En 6 mois, le lithium grimpe de 30%. Rupture. En janvier 2025, près de 100 000 tonnes sont confirmées. Et ce double signal attire survol, approche discrète et pression de contrats accélérés autour des zones minières. Jusqu'où Ibrahim Traoré ira-t-il pour verrouiller ses accès? Fermeture des frontières, taxe de 20%, révision des contrats. Tout s'enchaîne et l'enjeu dépasse les chiffres, car il redéfinit la souveraineté, la sécurité et la place du Mali dans la transition énergétique mondiale, avec des sanctions qui s'intensifient et un soutien populaire mesuré à 60%. Ce récit ne se contente pas de décrire une crise minière ou une séquence politique isolée. Il propose une clé de lecture précise, comprendre comment une ressource stratégique peut, en quelques mois, que transformer un pays perçu comme fragile en acteur central d'un rapport de force mondial. Le bénéfice pour le lecteur est clair et concret. Disposer d'une analyse structurée pour relier données minières, décisions politiques et pressions extérieures, sans se perdre dans les discours idéologiques. L'enjeu dépasse l'économie. Il touche à la souveraineté, à la sécurité et à la capacité d'un État à décider pour lui-même lorsque l'intérêt mondial converge brutalement vers son sous-sol. À travers les choix attribués à Ibrahim Traoré, une question s'impose. S'agit-il d'une réaction défensive temporaire ou d'un changement durable de doctrine face aux puissances qui convoitent ces ressources essentielles à la transition énergétique? Deux données suffisent à faire basculer la lecture de la crise. En janvier 2025, près de 100 000 tonnes de lithium sont confirmées sur le territoire malien, tandis que les prix mondiaux progressent que de 30% en seulement 6 mois. Placés côte à côte, ces chiffres transforment un pays souvent décrit comme périphérique en nœud énergétique stratégique, désormais impossible à ignorer. Pour éclairer la cohérence des événements qui suivent, il faut noter qu'avant même les décisions spectaculaires, une série de signaux faibles apparaît dès les premiers mois de 2025. Survols inhabituels au-dessus des zones minières, déplacement de petites unités étrangères se présentant comme techniques et démarches insistantes d'entreprises cherchant à accélérer la signature de contrats. Isolés, ces indices semblaient anodins. Mis en perspective, ils dessinent une pression graduelle, déjà active bien avant l'entrée en scène officielle du politique. Dans les régions concernées, des communautés riveraines rapportent des tentatives de cartographie, des accès et des propositions de partenariat assorties de compensations financières. Ces fragments de terrain, rarement relayés dans les récits dominants, indiquent que la compétition autour du lithium n'est pas née des décisions de Bamako, elle les précède. Le sous-sol malien devient un objet de convoitise immédiate au moment même où la transition énergétique mondiale accélère la demande en métaux critiques. C'est dans ce cadre que les choix attribués à Ibrahim Traoré prennent un sens différent. Ils ne relèvent plus d'une réaction improvisée, mais d'un verrouillage progressif face à une dynamique déjà enclenchée. Fermeture de frontières, révision des règles minières, taxation exceptionnelle. Chaque mesure apparaît comme un maillon d'une chaîne causale dont le point de départ se trouve dans ce double choc géologique et marchand. Ainsi, la crise malienne de 2025 n'est pas une anomalie soudaine. Elle est l'aboutissement visible d'un processus latent où données économiques, pressions extérieures et décisions politiques s'imbriquent pour redéfinir la place du pays dans l'ordre énergétique mondial. Pour saisir la dynamique interne de cette bascule, il faut quitter un instant les communiqués officiels et suivre ceux qui ont observé les premiers frémissements sur le terrain. Bien avant que les décisions de Bamako ne fassent la une, des officiers locaux, des responsables communautaires et des chefs traditionnels décrivent des scènes récurrentes au début de 2025. Elles se déroulent loin des capitales,
et à proximité des zones minières, là où la pression se fait d'abord sentir. Ces acteurs racontent l'apparition progressive de groupes étrangers circulant en petites unités, souvent sous couvert de missions techniques ou de simples repérages. Leur présence n'est jamais ouvertement hostile, mais elle intrigue par sa régularité et sa discrétion. Dans certaines localités, des habitants signalent une hausse inhabituelle des survols à basse altitude. Ailleurs, des interlocuteurs inconnus proposent des partenariats accélérés accompagnés d'avantages financiers immédiats pour les communautés concernées. Pris séparément, ces faits semblent mineurs. Ensemble, ils dessinent un changement de climat. Deux micro-cas illustrent cette réalité. Dans une région proche des principaux gisements, des équipes locales chargées de la sécurité communautaire constatent des tentatives répétées de cartographier les accès routiers menant aux sites miniers. Plus au sud, un groupe de notables est approché pour soutenir un projet d'exploitation rapide, en échange d'investissements directs dans des infrastructures locales. Ces propositions, présentées comme opportunités économiques, sont perçues par certains comme une anticipation de décisions politiques encore à venir. Ces témoins de première ligne deviennent des guides essentiels pour comprendre la suite. Ils montrent que la pression extérieure ne surgit pas après les choix gouvernementaux, mais les précède. Ce décalage temporel explique pourquoi les mesures associées à Ibrahim Traoré sont interprétées par une partie de la population non comme une rupture brutale, mais comme une réponse attendue à une menace déjà palpable. À ce stade, une question s'impose. Si les signaux faibles annonçaient sitôt une compétition internationale, quel choc allait rendre cette tension visible à tous? Le passage de signaux diffus à des décisions visibles s'opère au printemps 2025. Jusqu'alors, la pression autour des ressources minières reste indirecte, fragmentée, presque feutrée. Puis, un premier geste rompt l'équilibre. En avril, Bamako annonce l'application d'une taxe exceptionnelle de 20% sur les profits étrangers issus de l'exploitation minière. Présentée comme une mesure technique, elle agit en réalité comme un déclencheur. Pour les autorités, il s'agit d'envoyer un message clair. Les ressources stratégiques ne peuvent plus être exploitées sans retour substantiel pour la population locale. La réaction est immédiate. Des entreprises multinationales, habituées à un cadre plus souple, protestent ouvertement. Certaines menacent de suspendre leurs activités, d'autres tentent d'obtenir des exemptions par la négociation. Les discussions s'intensifient, mais le gouvernement maintient sa position. Ce refus de reculer marque une première bascule. Le Mali accepte un isolement temporaire, perçu non comme une faiblesse, mais comme une marge de manœuvre pour reprendre le contrôle des zones minières. À partir de juin 2025, la tension change de nature. Des rapports font état de tentatives d'infiltration de groupes armés étrangers dans certaines régions riches en lithium. Officiellement, ces acteurs prétendent sécuriser des intérêts économiques. Sur le terrain, leur présence est vécue comme une intrusion. Les autorités répondent par un renforcement de la sécurité locale et par l'implication directe des communautés dans la surveillance des accès. Ce moment est crucial. Les populations, longtemps marginalisées dans la gestion des ressources, deviennent des acteurs de première ligne dans leur protection. L'été accentue encore la polarisation. Les pressions diplomatiques s'accumulent tandis que des propositions de contrats accélérés continuent d'affluer. En réponse, une nouvelle décision tombe en septembre, la fermeture totale des frontières. Pour les observateurs extérieurs, le geste paraît radical. Pour le gouvernement, il s'inscrit dans une logique de verrouillage progressif, visant à empêcher toute exploitation opportuniste dans un contexte de concurrence internationale exacerbée. Le point culminant survient le 15 octobre 2025.
Et ce jour-là, une tentative de franchissement de la frontière par un groupe de mercenaires soutenu par une puissance étrangère est repoussée par les forces maliennes. L'affrontement est bref, asymétrique, mais hautement symbolique. Il ne s'agit pas d'une victoire militaire décisive, mais d'un signal. Le territoire n'est plus un espace ouvert à la prédation. Les ressources minières sont désormais liées à une ligne rouge sécuritaire. À partir de cet épisode, la perception internationale évolue. Les critiques et les sanctions se multiplient, mais sur le terrain, un soutien populaire se renforce. Pour une partie des Maliens, ces événements confirment que les décisions associées à Ibrahim Traoré ne sont pas improvisées. Elles forment une séquence cohérente: activation par la fiscalité, montée des tensions, verrouillage sécuritaire, puis affirmation symbolique de la souveraineté. La chaîne des événements de 2025 ne se résume donc pas à une succession de réactions. Elle décrit une montée en intensité où chaque étape prépare la suivante. Le Mali entre dans une confrontation assumée, non pour la confrontation elle-même, mais pour transformer une vulnérabilité minière en levier politique durable. Avant 2025, le lithium malien reste une donnée marginale dans les équations économiques mondiales. Après janvier, il devient un actif stratégique suivi de près par les marchés et les chancelleries. Cette bascule chiffrée structure l'ensemble des décisions qui suivent. Un premier indicateur clé apparaît ainsi: près de 100 000 tonnes de lithium sont officiellement confirmées en janvier 2025. Pris isolément, ce volume peut sembler abstrait. Interprété dans le contexte de la transition énergétique, il signifie que le Mali détient désormais une réserve capable d'alimenter durablement des chaînes industrielles liées aux batteries et au stockage d'énergie. Autrement dit, le pays passe du statut d'observateur périphérique à celui de détenteur d'un levier convoité dans un marché où l'offre peine déjà à suivre la demande mondiale. Vient ensuite une mesure tout aussi décisive: une hausse de 30% des prix mondiaux du lithium en 6 mois. Cette progression n'est pas une simple volatilité conjoncturelle. Elle traduit l'accélération de la demande liée aux véhicules électriques et aux infrastructures énergétiques dites vertes. Pour le Mali, cette augmentation transforme mécaniquement la valeur de ses réserves, ce qui, quelques mois plus tôt, représenter un potentiel futur devient un enjeu immédiat. Chaque tonne non sécurisée équivaut désormais à une perte d'influence et de revenus dans un marché en tension. Enfin, une troisième donnée structure l'ensemble: 60% de soutien populaire aux mesures de contrôle strict des ressources, relevé au milieu de l'année 2025. Ce chiffre éclaire la dimension politique interne du basculement. Il indique que les décisions de fermeture des frontières et de taxation exceptionnelle ne reposent pas uniquement sur un calcul géopolitique, mais aussi sur une légitimité sociale mesurable. Pour une majorité relative de Maliens, la protection des ressources est perçue comme un préalable à toute redistribution future. Ces trois chiffres, mis en regard, dessinent une trajectoire claire. Les réserves établissent l'attractivité. La hausse des prix accélère la pression extérieure. Le soutien populaire fournit l'assise interne nécessaire pour tenir une ligne dure. Ensemble, ils expliquent de pourquoi les choix associés à Ibrahim Traoré s'inscrivent dans une logique de verrouillage plutôt que de compromis rapide. L'effet économique de cette stratégie se manifeste rapidement. La création d'un fonds souverain national permet de canaliser une partie des revenus miniers vers des projets d'infrastructure et de formation. Ce mécanisme n'augmente pas instantanément la production, mais il modifie la destination de la valeur créée. Le lithium cesse d'être uniquement exporté sous forme de minerai. Il devient un instrument de politique publique
orientée vers l'emploi local et la réduction de la dépendance financière. Ces données quantitatives révèlent enfin une transformation plus profonde. Elles montrent que le conflit autour du lithium n'est pas seulement une question de sécurité ou de diplomatie. Il est aussi un arbitrage entre deux trajectoires économiques, l'une fondée sur l'ouverture rapide aux capitaux extérieurs, l'autre sur la consolidation interne avant toute intégration. En 2025, le Mali choisit clairement la seconde option, en s'appuyant sur des chiffres qui rendent ce pari intelligible. Pour comprendre la portée réelle des choix opérés en 2025, il faut examiner sérieusement les arguments des deux camps sans les caricaturer. La ligne dure adoptée par Bamako ne s'impose pas dans un vide idéologique. Elle se confronte à une vision alternative tout aussi structurée de la souveraineté et du développement. Les partisans de la stratégie restrictive avancent d'abord un argument de sécurité économique. Selon eux, laisser les ressources stratégiques s'insérer librement dans les circuits mondiaux revient à accepter une perte de contrôle irréversible. Dans un marché du lithium en tension, l'ouverture rapide favorise les acteurs disposant de capital, de technologie et de réseaux diplomatiques. Pour ce camp, les décisions associées à Ibrahim Traoré constituent une réponse rationnelle. Sécuriser le territoire, renégocier les règles et internaliser la valeur avant toute ouverture. Ils estiment que la souveraineté ne peut être négociée qu'à partir d'une position de force et que le court terme doit parfois être sacrifié pour préserver des gains structurels à long terme. À l'inverse, les critiques de cette approche développent un raisonnement économique tout aussi cohérent. Ils soulignent que l'isolement progressif du pays comporte des coûts élevés. La fermeture des frontières et la taxation exceptionnelle risquent, selon eux, de décourager des investissements indispensables à la modernisation des infrastructures minières et énergétiques. Sans capitaux étrangers et sans transfert technologique, l'exploitation des réserves pourrait rester en deçà de son potentiel réel. Ce camp insiste également sur le risque diplomatique, des sanctions prolongées et une marginalisation internationale pourraient réduire la capacité du Mali à négocier, même à moyen terme. La tension entre ces deux logiques révèle un désaccord plus profond sur la temporalité du développement. Les opposants à la ligne dure privilégient une intégration rapide, quitte à accepter des asymétries initiales dans l'espoir de bénéfices progressifs. Les défenseurs de la stratégie actuelle privilégient, eux, une phase de consolidation interne au risque d'un ralentissement immédiat. La question centrale n'est donc pas de savoir quelle position est idéologiquement juste, mais laquelle est la plus adaptée à un contexte de concurrence mondiale accrue sur les ressources critiques. En 2025, le Mali tranche en faveur du contrôle, en estimant que la maîtrise du lithium conditionne toute négociation future crédible. Au cœur de l'année 2025, alors que l'attention internationale se focalise sur les frontières fermées et les tensions sécuritaires, une décision administrative redessine en profondeur la trajectoire du pays. La création d'un fonds souverain national, alimenté directement par les revenus miniers, marque un basculement stratégique. Ce mécanisme transforme une posture défensive en architecture de projection interne, capable de relier ressources, emplois et légitimité politique. Jusqu'à ce moment, la stratégie malienne est perçue comme réactive. Répondre aux pressions, contenir les incursions, durcir les règles. Le fonds souverain introduit une logique différente. Il internalise la valeur créée par le lithium et la redirige vers des infrastructures, des formations techniques et des programmes communautaires. La ressource cesse d'être seulement protégée. Elle commence à être structurée comme levier de développement. Ce pivot éclaire aussi le rôle d'Ibrahim Traoré sous un jour nouveau.
Il n'apparaît plus uniquement comme le visage d'une résistance aux influences extérieures, mais comme l'articulateur d'une vision de moyen terme. En liant sécurité, fiscalité et redistribution, le fonds souverain prépare un déplacement du rapport de force, du contrôle du territoire vers la maîtrise des trajectoires économiques. À partir de là, la question n'est plus seulement de savoir si le Mali peut défendre ses ressources, mais comment ces ressources vont reconfigurer concrètement les équilibres sociaux, économiques et régionaux. Les effets de la stratégie malienne ne se déploient pas de manière abstraite. Ils se matérialisent différemment selon les acteurs, révélant une recomposition en profondeur des équilibres internes et externes. Quatre groupes sont particulièrement concernés: l'État, les entreprises, les populations locales et l'environnement régional. Pour l'État, le premier impact est institutionnel. Le contrôle renforcé des ressources minières accroît la capacité de décision souveraine. La fiscalité exceptionnelle et la fermeture des frontières réduisent l'exposition immédiate aux pressions contractuelles tout en augmentant la marge de négociation. Cette posture entraîne des sanctions et des critiques, mais elle permet aussi à Bamako de fixer le tempo. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme le garant d'une ligne cohérente, où la sécurité territoriale et la politique économique sont étroitement liées. L'État accepte des coups diplomatiques à court terme pour préserver un levier stratégique jugé décisif. Pour les entreprises, la rupture est nette. Les multinationales opérant dans le secteur minier doivent dû composer avec un environnement plus contraignant. Les exigences fiscales augmentent, les règles d'accès se durcissent et l'incertitude juridique s'accroît. À court terme, certains investissements sont suspendus ou reportés. Cependant, cette phase de retrait est suivie d'une adaptation progressive. Des acteurs économiques cherchent à restructurer leurs opérations, à nouer des partenariats locaux et à s'inscrire dans le nouveau cadre imposé par l'État. La logique de prédation rapide cède la place pour ceux qui restent à une stratégie d'ancrage plus durable. Les populations locales ressentent les changements de manière plus directe. Dans les zones minières, à l'implication communautaire dans la surveillance et la gestion des sites renforce le sentiment de contrôle sur un patrimoine longtemps confisqué. Les programmes financés par le fonds souverain soutiennent des formations techniques et des projets d'infrastructure, ouvrant des perspectives d'emploi. Cette dynamique ne supprime pas les tensions. Les attentes sont élevées et les débats sur la redistribution des bénéfices demeurent vifs. Néanmoins, pour une partie des habitants, la politique actuelle représente une rupture avec un modèle où les richesses quittaient le territoire sans retombées visibles. À l'échelle régionale, enfin, la stratégie malienne produit un effet d'entraînement. Les pays voisins observent attentivement cette tentative de rééquilibrage. Certains y voient un précédent susceptible d'inspirer une renégociation collective des rapports avec les acteurs extérieurs. D'autres redoutent une déstabilisation des circuits économiques régionaux. Dans tous les cas, le Mali cesse d'être un acteur passif. Il devient un point de référence dans le débat sur la souveraineté des ressources en Afrique de l'Ouest. Ses conséquences, encore incomplètes en 2025, montrent que le lithium agit comme un révélateur. Il met à nu les arbitrages entre contrôle et ouverture, entre gains immédiats et trajectoires de long terme. La stratégie associée à Ibrahim Traoré n'élimine pas les risques, mais elle redéfinit les termes du jeu pour l'ensemble des acteurs impliqués. À partir des dynamiques observées en 2025, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne sont ni des prédictions, ni des certitudes, mais des cadres de lecture pour évaluer les choix à l'œuvre et leurs implications. Dans une première trajectoire, le Mali
parvient à stabiliser sa position. Le fonds souverain monte progressivement en puissance, les infrastructures locales commencent à absorber une partie des revenus miniers et la formation technique réduit la dépendance aux compétences extérieures. Les frontières restent largement contrôlées, mais des ajustements pragmatiques permettent de maintenir des échanges régionaux ciblés. La croissance demeure modérée, freinée par les sanctions et la prudence des investisseurs. Mais la légitimité interne reste relativement solide. Dans cette configuration, la stratégie associée à Ibrahim Traoré s'inscrit dans la durée sans rupture majeure, au prix d'un rythme de développement plus lent mais plus maîtrisé. Une deuxième trajectoire, plus favorable, repose sur un élargissement régional. Inspiré par l'expérience malienne, certains pays voisins engagent des coopérations renforcées autour des ressources stratégiques. Des accords de mutualisation logistique et énergétique émergent, réduisant l'isolement de Bamako. Le fonds souverain devient un instrument de crédibilité, capable d'attirer des partenaires non prédateurs, prêts à s'inscrire dans des cadres plus équilibrés. Dans ce cas, le Mali transforme sa position de verrou en plateforme régionale, et le lithium devient un levier d'intégration plutôt que de confrontation. La souveraineté affirmée sert alors de base à une renégociation collective avec les acteurs mondiaux. Enfin, une troisième trajectoire met en lumière les risques. Les pressions diplomatiques s'intensifient, les sanctions se durcissent et les investissements extérieurs chutent durablement. L'isolement économique pèse sur les finances publiques et ralentit la mise en œuvre des projets sociaux. Dans les zones minières, la concurrence pour les ressources attise les tensions sécuritaires, tandis que la population, confrontée à des bénéfices différés, exprime une frustration croissante. La ligne dure perd alors une partie de son soutien interne, fragilisant l'équilibre politique. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Aucune ne dépend uniquement de facteurs externes. Toutes reposent sur la capacité du Mali à transformer le contrôle des ressources en résultats tangibles pour la population. La question clé n'est donc pas seulement de résister, mais de traduire la souveraineté proclamée en trajectoire crédible, lisible et socialement soutenable. À ce stade, les enjeux cessent d'être abstraits. Ils se traduisent en effets concrets qui concernent directement plusieurs profils de citoyens, bien au-delà des cercles politiques ou économiques. Comprendre la trajectoire malienne, c'est aussi mesurer ce qu'elle implique pour des individus ordinaires, confrontés à des choix collectifs qui redessinent leur quotidien. Pour les jeunes Maliens, notamment dans les régions minières, la période ouverte en 2025 modifie les horizons possibles. Les programmes de formation technique financés par les revenus miniers créent des passerelles vers des emplois qualifiés jusque-là occupés par des travailleurs étrangers. Cette dynamique nourrit un espoir réel mais fragile, celui de voir les ressources nationales devenir un moteur d'ascension sociale et non une richesse lointaine. L'attente est forte car chaque retard ou chaque dysfonctionnement est immédiatement perçu comme une promesse différée. Pour les communautés locales, l'impact est double. D'un côté, l'amélioration progressive des infrastructures et l'implication dans la protection des sites miniers renforcent le sentiment de dignité et de contrôle. De l'autre, la redistribution soulève des tensions internes. Qui bénéficie en priorité? Selon quels critères? Ces débats, parfois vifs, montrent que la souveraineté ne se limite pas à repousser des acteurs extérieurs. Elle implique aussi de construire des mécanismes justes et transparents à l'intérieur. Les petites et moyennes entreprises maliennes vivent également une phase charnière. Longtemps marginalisées par la concurrence des multinationales,
Elle voit s'ouvrir des opportunités dans un cadre plus protecteur. Partenariats locaux, sous-traitance et marchés publics liés aux infrastructures minières deviennent des leviers de croissance. Mais cette fenêtre reste conditionnée à la stabilité des règles et à la capacité de l'État à accompagner durablement ses acteurs. Pour le lecteur, enfin, cette séquence invite à un déplacement du regard. Elle montre que les débats sur les ressources ne concernent pas seulement des États lointains ou des marchés spécialisés. Ils interrogent la manière dont une société choisit de transformer une richesse naturelle en bénéfices partagés, en assumant les coûts et les compromis que cela implique. À ce stade, la stratégie malienne ne peut rester au niveau des principes. Pour tenir dans la durée, elle doit se traduire en une séquence opérationnelle lisible, capable de relier décisions politiques, capacités administratives et résultats mesurables. La question n'est plus seulement de protéger les ressources, mais d'organiser leur transformation en leviers concrets. La première étape consiste à sécuriser durablement les zones minières. Cela implique une coordination renforcée entre forces nationales, acteurs communautaires et autorités locales, avec des indicateurs simples: réduction des incursions, contrôle effectif des accès et stabilité des périmètres d'exploitation. Sans ce socle sécuritaire, toute politique économique reste vulnérable par un élan aux pressions extérieures. La deuxième étape vise la gouvernance des revenus. Le fonds souverain doit fonctionner selon des règles claires: traçabilité des flux, critères publics d'allocation et audits réguliers. L'objectif est double. D'une part, éviter la captation par des intérêts particuliers. D'autre part, consolider la confiance interne indispensable pour maintenir le soutien populaire observé en 2025. Ensuite, la montée en compétences locales devient un impératif. Les formations techniques doivent être alignées sur les besoins réels de la chaîne minière et énergétique, avec des échéances précises et des taux d'insertion mesurables. C'est à ce niveau que la stratégie associée à Ibrahim Traoré peut produire un basculement durable, en réduisant la dépendance structurelle aux expertises étrangères. Un autre axe s'impose: la diversification économique. Le lithium ne peut rester une fin en soi. Les investissements issus des ressources doivent irriguer l'agriculture, l'énergie et les services afin de limiter l'exposition au cycle des matières premières. Cette logique conditionnelle: si les revenus augmentent, alors ils doivent élargir la base productive, constitue un garde-fou essentiel. Enfin, la dimension régionale ne peut être négligée. Des cadres de coopération avec les voisins du Sahel permettraient de mutualiser certaines infrastructures et de peser davantage dans les négociations internationales. Sans cette projection collective, la souveraineté reste fragile. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle fournit toutefois une grille d'action permettant d'évaluer pas à pas si la souveraineté proclamée se transforme en trajectoire crédible. Au terme de cette séquence, le Mali n'apparaît plus comme un simple terrain de tension minière, mais comme un espace de choix collectif lourd de sens. Depuis les premières alertes discrètes autour des gisements jusqu'à la mise en place d'outils de redistribution, un fil narratif se dessine, celui d'un pays qui tente de transformer une contrainte extérieure en affirmation interne. Cette trajectoire reste inachevée, parfois fragile, mais elle a déjà modifié la perception de ce qui est impossible. Dans les zones minières, les scènes évoquées au début reviennent en mémoire: les routes surveillées, les réunions communautaires, les formations techniques naissantes. Ces images concrètes donnent chair à des décisions souvent réduites à des abstractions géopolitiques. Elles rappellent que la souveraineté ne se mesure pas seulement en déclarations ou en sanctions, mais dans la capacité d'une population à se reconnaître dans les choix opérés en son nom. La figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans ce récit comme un point de cristallisation, non comme une fin.
Elle symbolise une rupture avec des modèles d'exploitation passés tout en laissant ouverte la question de la suite. L'enjeu dépasse les individus. Il concerne la capacité d'un État et de sa société à maintenir une cohérence entre protection, redistribution et perspective d'avenir. Cette histoire ne se clôt donc pas sur une certitude, mais sur un seuil, celui où les promesses doivent désormais se traduire en résultats durables, visibles, partagés. C'est à ce niveau que se jouera la crédibilité de l'ensemble de la démarche. Ce qui se joue au Mali depuis 2025 dépasse le cadre d'une crise nationale ou d'un débat technique sur les ressources minières. La trajectoire engagée interroge un enjeu plus large. La manière dont des sociétés longtemps considérées comme périphériques peuvent redéfinir les règles du jeu lorsqu'un actif stratégique devient central. Le lithium agit ici comme un révélateur, mettant en lumière les arbitrages entre ouverture rapide, contrôle souverain et redistribution équitable. Pour le lecteur, cette histoire invite à un déplacement du regard. Elle montre que les récits dominants, souvent construits à distance, gagnent à être confrontés aux dynamiques locales et aux choix concrets des populations concernées. Discuter de ces expériences, les comparer à d'autres contextes, permet d'élargir la réflexion sur ce que signifie réellement la souveraineté économique à l'ère de la transition énergétique. La question reste ouverte. Les décisions actuelles produiront-elles une prospérité partagée ou de nouvelles formes de dépendance? Les mois à venir apporteront des éléments de réponse, mais une chose est déjà acquise. Le débat ne peut plus être confisqué par quelques acteurs. Il appartient à chacun de s'en saisir, d'échanger et de contribuer à une compréhension plus nuancée des chemins possibles pour les pays confrontés au même dilemme.